Chers téléspectateurs, bonjour. C'est parti pour bien préparer l'année scolaire à venir, pour bien préparer aussi toutes les années scolaires à venir. Donc aujourd'hui, pour ce premier numéro, nous recevons deux personnalités du mouvement syndical du Sénégal. Il s'agit particulièrement du secrétaire général de l'UDEN, donc M. Gueye, Abdourahmane Gueye. Bonjour SG. Bonjour M. Djegansa. Il s'agit aussi de Ibrahim Gueye, qui est le secrétaire général du Sud-Est. Bonjour Djegan. Bonjour SG. Le pourquoi nous les avons invités, c'est qu'ils sont donc au sein d'une structure qu'on appelle donc l'USEC, l'Union syndicale pour une éducation de qualité. Ils ont eu à organiser au sein de l'USEC donc un atelier qui a permis donc de travailler fortement sur les modes de financement de l'éducation, n'est-ce pas, au Sénégal. Mais pouvez-vous revenir un peu sur l'USEC d'abord? Je rappelle que vous en êtes le coordonnateur. Merci M. Djegan de cette opportunité qui nous est offerte pour pouvoir interagir avec les Sénégalaises, je devrais dire, et les Sénégalais sur une question d'importance capitale. Nous sommes une organisation dénommée USEC, Union syndicale pour une éducation de qualité, qui regroupe les 6 syndicats du Sénégal affiliés à la plus grande fédération du monde, qui est l'Internationale de l'éducation. En effet, l'Internationale de l'éducation regroupe en son sein 400 organisations disséminées dans 170 pays à travers le monde, avec une population de 40 millions d'adhérents. Donc ça veut dire l'importance que l'international joue. Et comme vous venez de le dire, nous sommes des organisations qui avons des vécus. Parce que vous prenez le cas de l'UDEN, qui est issu du Sud-Est, nous sommes à notre 35e année d'existence. Et nous avons pu transcender que le syndicalisme ne saurait se résumer à la seule activité de revendication. Il fallait que nous puissions réfléchir pour montrer à l'opinion qu'au-delà de la revendication, nous sommes là pour les raisons de l'école. Parce que c'est cette école-là qui a fait de nous ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle, présentement, nous sommes dans des projets, et ces projets-là doivent être matérialisés à travers des activités. Si tant est que nous reviendrons sur ça. Et j'ai l'impression d'écouter une dame que je salue au passage, Madame Soda Gueye Kébé, qui m'a beaucoup parlé donc de ces syndicats et de leur mode de fonctionnement, n'est-ce pas? Donc, oui, M. Gueye, donc pourquoi l'international de l'éducation? Parce qu'apparemment, il n'y a que 5 syndicats ou 6 syndicats au Sénégal qui sont affiliés à l'international. C'est quoi les enjeux? Merci beaucoup. Je voudrais à mon tour vous remercier, vous féliciter et remercier et féliciter aussi le secrétaire général coordonnateur de l'USEC pour son introduction. Et qu'en parlant de militante, je voudrais saluer avec vous la camarade Soda Gueye Kébé, qui est notre doyenne dans le Sud-Est, qui nous a accueillis et qui nous a beaucoup appris. Il nous semble extrêmement important parce que la question de l'école n'est plus une question locale, c'est une question mondiale. De par le financement nécessaire, de par les orientations aujourd'hui que nous devons imprimer à l'éducation et à la formation, il était important évidemment qu'au niveau mondial, qu'on ait une force de pression qui pourrait évidemment amener d'abord la Banque mondiale, FMI, les institutions internationales dont les voix comptent dans la définition de nos politiques nationales d'éducation et de formation. Et pour cela, évidemment, nous avons pensé que c'est au niveau international qu'il faut ériger cette force de pression. C'est la raison pour laquelle toutes les organisations, en tout cas plusieurs organisations syndicales, se sont regroupées au sein de l'Internationale de l'éducation pour pouvoir constituer cette force de pression. Parce que l'Internationale de l'éducation a évidemment ce troupe d'observation au niveau du système des Nations Unies,
Nous agissons auprès de l'UNESCO, nous agissons auprès de toutes les institutions internationales, la Banque mondiale et les FMI, puisque c'est à ce niveau que parfois se décide, nous, ce que nous faisons et ce que nous subissons dans nos pays. Il était donc important au moment où nous sommes les interlocuteurs de nos États au niveau des pays, qu'il y ait effectivement une internationale de l'éducation qui relaie les préoccupations des travailleurs et travailleuses de l'éducation à ce niveau mondial c'était. Maintenant, pour l'adhésion, il y a évidemment des critères d'adhésion. Au Sénégal, nous sommes déjà 6. Au début, je crois qu'on était 2, 3, 4, mais au fur et à mesure, évidemment, il y a des critères, puisque pour l'international de l'éducation, l'un des critères les plus importants, c'est l'orientation fondamentale centrée sur le système éducatif. Et l'élément, c'est qu'effectivement, il faut être une organisation syndicale totalement indépendante de l'État. Okay. Puisque, évidemment, nous le savons tous, le rôle de l'État, c'est de réduire le maximum à leur juste expression les organisations syndicales qui leur portent la contradiction par rapport, évidemment, aux choix politiques dans l'éducation et de la formation. Nous n'en sommes pas pour autant des adversaires, mais nous considérons qu'il faut un partenariat assez sérieux, un partenariat juste qui permet à l'État d'exercer son rôle d'offrir le service public de l'éducation et de la formation, mais de permettre aux organisations syndicales que nous sommes, évidemment, de pouvoir contrôler la mise en œuvre de cette politique, mais surtout de veiller au respect, évidemment, des intérêts des enseignants, de l'école et des élèves. Okay. Et cela, nous le faisons aussi, évidemment, avec les parents d'élèves. Moi, déjà, cet atelier qui nous a amené à cet entretien, quand j'ai visité donc les TDR, particulièrement les objectifs, j'ai été étonné dans un premier temps. J'ai vu objectif spécifique 1, étudier la politique fiscale en vigueur au Sénégal. Je me suis dit, qu'est-ce que ça a à voir avec l'éducation? SG. Pourquoi? Pourquoi est-il nécessaire, donc, d'étudier la politique fiscale en vigueur au Sénégal? Comme vous venez de le dire, nous sommes des organisations avec un vécu et une réalité telle que nous estimons que si nous voulons faire valoir nos propositions, parce que nous ne sommes pas des forces de décision, mais nous sommes des forces de proposition. Et si nous voulons convaincre les autorités, les décideurs à adopter nos positions, il est bon que nous puissions avoir un argumentaire de taille. Et le constat que nous avons fait est parti d'un postulat. Postulat selon lequel l'éducation est gérée au niveau mondial. Et nous avons des critères qui sont déclinés et qui sont acceptés par nos États. Et les critères se fondent sur deux éléments essentiels. Les budgets des différents pays doivent répondre à ces deux critères. Le premier critère, il faut que le budget soit à 20% du budget de fonctionnement. Il faut que, pour ces budgets, qu'on soit à 6% du PIB. Okay. Le Sénégal actuellement depuis 2020, est à 7,3%. Alors que ce qui était demandé, c'est 6%. 6%. Donc vous voyez que nous avons un dépassement de 1%. Et ça, c'est un progrès qu'il faut saluer. L'autre élément, c'est que nous en sommes, depuis 2020, à 26%. Ça veut dire que nous avons dépassé de loin le critère qui est décliné au niveau national. Mais malgré ça, faisons une étude lucide de ce budget. Aujourd'hui, on nous parle de manque criard d'enseignants au niveau du système éducatif. On nous parle de manque de classes pour accueillir tous les enfants sénégalais qui ont l'âge d'aller à l'école. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a, pour cette année-ci, 1,5 million d'enfants qui avaient l'âge d'aller à l'école et qui n'ont pas pu accéder à cette école-là.
faute de deux raisons essentielles, de place. Cela montre que malgré qu'on ait mis des moyens, il n'en demeure pas moins vrai qu'il y a des difficultés. Tout à fait. Entre autres, il y a des difficultés qui sont là et qu'on peut pointer du doigt. Alors, nous avons pensé qu'il nous faut être inventif. En quoi faisant? En essayant de voir aujourd'hui avec cette découverte du pétrole au Sénégal, est-ce qu'il ne serait pas, en tout cas, à mon avis, historique, de procéder à l'instar des pays asiatiques à une taxe qui sortirait directement de ces découvertes. Et nous avons pensé que donc il nous faut avoir une lecture lucide de cette fiscalité, parce que c'est une piste. Mais nous sommes partis aussi de notre postulat de constat qui montre que les évasions fiscales, si nous les regroupons, on est à 580 et quelques milliards de perdus par année. Mais si des efforts sont consentis à ce niveau, est-ce qu'on ne pourrait pas, en tout cas, puiser de ces milliards-là et renforcer le financement? Ok. Donc, les entreprises qui devraient payer normalement donc plus d'impôts, donc pour pouvoir prendre en charge donc l'éducation, en tout cas les besoins donc liés à l'éducation. Comme donc, le font certains pays. Ouais. Comme le font certains pays. Alors, mais la dette extérieure, dont on fait allusion, mais c'est une piste. Donc, et c'est à ce niveau qu'il faut noter l'importance de l'USEC, qui est un cadre, un creuset de réflexion, parce que nous avons voulu anticiper. Et nous ne sommes pas les seuls dans cette dynamique. Nous avons pu emballer votre ministère de l'Éducation nationale. Parce que quand nous avons été conviés à ce forum, nous avions, à l'instar de la directive de l'International de l'Éducation Zone Afrique, qui nous demandait de travailler avec nos autorités, nous avons convié le ministère qui a mis à notre disposition le DRH, qui est parti au Ghana avec nous, qui a contribué à la réflexion. Et je crois qu'au sortir de ce forum, on s'est rendu compte que la production du Sénégal était la meilleure production. Et ça nous a valu un succès éclatant, au point qu'aujourd'hui, on est financé doublement et nous sommes sous deux projets qui nous permettent d'abord de rendre performants nos dirigeants en les outillant sur les techniques de plaidoyer et de lobbying. Parce que nous estimons que si on veut convaincre, il faut faire du lobbying. Il faut faire du lobbying. Il faut avoir une technique. On y reviendra tout à l'heure. Alors, il a parlé des entreprises qui doivent payer plus d'impôts. Il a parlé donc des entreprises qui doivent être... en tout cas, d'ailleurs, c'est l'actualité au Sénégal. Les entreprises, certaines qui ne payent pas, certaines qui ne payent pas ce qu'elles devraient payer. Est-ce que vous n'avez pas peur aussi que ça impacte un peu sur la responsabilité sociétale d'entreprise? On sait qu'il y a des entreprises donc qui font également beaucoup dans le domaine de l'éducation, qui construisent des écoles, qui réhabilitent des écoles, qui construisent des classes, qui dotent en équipement donc des établissements. Donc, si on doit faire payer encore plus ces entreprises, est-ce que vous n'avez pas peur qu'elles se retirent, tout simplement? Oui, cet aspect est important et qu'il faudrait peut-être le tenir en compte dans l'analyse que nous faisons un peu du financement de l'éducation. C'est vrai, il faut taper sur les entreprises, mais l'analyse doit aller beaucoup plus loin. Puisque fondamentalement, le budget du Sénégal est mobilisé à partir de l'impôt. Nous le savons tous. L'impôt permet de mobiliser la contribution intérieure du Sénégal. Évidemment, nous avons les bailleurs de fonds, mais surtout nous avons aussi ce qu'on oublie souvent, la contribution des parents dans le cadre de l'éducation. Tout à fait. Ils contribuent autour de 2 milliards pour
évidemment, le budget de l'éducation, de la formation. Cette contribution, on y reviendra, donc, ou bien vous pouvez le dire directement, ça se fait comment? Oui, à travers les frais de scolarité, à travers la prise en charge un peu du matériel scolaire, l'achat des trucs, les frais de l'achat des blouses, les frais, et tout cela compilé, évidemment. Donc, nous nous rendons compte que les parents contribuent de façon importante dans le budget. Mais pour revenir aux entreprises, effectivement, le Sénégal, mobilisant sa contribution intérieure du budget à partir des impôts, l'analyse et l'étude du système d'imposition au Sénégal devrait nous permettre d'identifier, évidemment, est-ce qu'au Sénégal, l'impôt qui est appliqué aux entreprises est d'abord ce qui doit se faire en relation avec la réglementation, d'une part. D'autre part, nous savons qu'il y a des niches, puisque le secteur informel, qui représente plus de 80 et quelques % de l'activité au Sénégal, n'est pas imposé. Ce qui veut dire que c'est un petit nombre, c'est-à-dire les salariés, dont on peut effectivement saisir directement l'impôt sur les salaires, qui aujourd'hui constituent cela. Donc c'est les salariés, on peut dire, qui financent à une grande hauteur, à un grand pourcentage l'éducation actuellement. Le budget général, donc l'éducation. Ce qui fait que donc pour nous, il était important d'avoir une politique d'impôt qui permet effectivement d'enrôler les autres secteurs qui jusqu'à présent semblent être, préservés de l'impôt. Okay. Et nous avons pensé que cela, il était extrêmement important qu'on puisse le faire. Mais l'autre élément, c'est que il faut aujourd'hui la constitution d'un fonds spécial pour l'éducation. Puisque j'ai l'habitude de le dire, et les gens en rigolent, je dis, tant que nous ferons des enfants, nous aurons besoin de plus d'enseignants. C'est ça. Nous aurons besoin de plus d'écoles. Nous aurons besoin de plus, évidemment, d'infrastructures adaptées au système d'enseignement, apprentissage. Et ça, c'est évidemment pour parler de la démographie. Et que donc, nous ne pouvons pas nous satisfaire uniquement des efforts, comme l'a dit tout à l'heure le secrétaire général, que le Sénégal, évidemment, est dépassé de quelques points, évidemment, le taux mondial, mais nous devons indexer le budget de notre éducation et de la formation sur, évidemment, l'accès. Puisqu'il ne s'agit pas seulement d'ouvrir une école. Il y a l'accès, il y a le maintien, mais il y a l'insertion. C'est ça. Ce qui fait que l'éducation, la formation, constitue évidemment le véritable et le seul levier dont le Sénégal peut disposer pour espérer avoir des ressources humaines de qualité et, comme il l'a dit tout à l'heure, pour que les jeunes Sénégalais puissent demain participer à la promotion économique et sociale de notre pays. Tout à fait. Et en cela, il faut dire qu'il en a parlé. Il y a l'évasion fiscale. Nous avons beaucoup de sociétés qui, par des gymnastiques extrêmement importantes, ne payent pas. Mais pendant 3 ans, quand vous investissez au Sénégal, vous ne payez pas l'impôt. Il y a ce système d'incitation à l'investissement. Tout à fait. Nous pensons que pendant ces 3 ans, où la société a la possibilité de ne pas payer l'impôt, mais pendant ces 3 ans, il est possible de leur appliquer un montant forfaitaire qui devra être effectivement versé dans le compte de l'éducation et de la formation. Okay. Parce que la CFCE, par exemple, quand on la regarde au niveau du patronat, qui est une contribution du patronat pour la formation, mais permet aujourd'hui de mettre en place le 3FPT, l'ONFP et le PF2E, puisque les entreprises ont besoin de ressources de qualité pour fonctionner. C'est une contribution des entreprises pour la formation. Donc, en résumé, ce que vous préconisez, c'est que ces entreprises, ces nouvelles entreprises, pendant les 3 ans donc, où elles sont vraiment exemptées donc, de paiement d'impôts, mais qu'on puisse leur prélever un petit montant destiné donc, à l'éducation.
Ça, c'est une piste qui est très intéressante. Mais parce que quand on exempte quelqu'un de payer des impôts pour 3 ans, et pendant ces 3 ans, quand même, il exerce et il produit, il a des profits, il faudrait évidemment que quelque part, qu'il y ait une contribution minimale et que si l'État du Sénégal peut se passer pendant 3 ans de ses impôts, évidemment, nous saisissons la balle au rebond, nous de l'USEC, pour dire, écoutez, 3 ans, c'est bon, pour inciter aux investisseurs de venir, mais il serait bien que pendant ces 3 ans, qu'il y ait un montant forfaitaire qui soit connu. Le deuxième élément, la deuxième source, il l'a dit tout à l'heure, nous en parlons beaucoup et nous souhaitons d'ailleurs que cela arrive en paix, le pétrole et le gaz. On va y revenir, c'est d'ailleurs ce que je voulais l'interpeller par rapport à ça, parce qu'il en a parlé, le pétrole. Beaucoup de gens en parlent actuellement, le pétrole. Donc d'ailleurs, certains se disent même que chaque Sénégalais devrait avoir sa part, donc et tout ça. Donc bon, mais on sait tous que ça ne se passe pas comme ça. Donc, mais aujourd'hui, au niveau de l'USEC et au niveau donc de vos organisations syndicales, donc vous apparemment vous voulez que l'éducation donc puisse avoir vraiment une très belle part donc des dividendes du pétrole et du gaz, n'est-ce pas, SG? Oui, nous sommes. Et comment ça pourrait se faire? Oui, nous sommes dans de nouvelles découvertes et nous avons estimé qu'à travers ce qui s'est fait dans les autres pays, le Sénégal pouvait s'en inspirer. Vous allez dans les pays appelés les pays du dragon, le Japon, ces pays sont devenus émergents parce que les gens se sont rendus compte qu'en réalité, il fallait mettre au devant de la scène l'éducation et la formation. Et le système qui est appliqué, c'est que pour toutes ces découvertes, on prend un pourcentage et on l'affecte directement, au budget. Mais même dans les pays africains ici, ça se passe comme ça. Vous allez au Rwanda, il y a des taxes dans certains produits qu'on affecte directement à l'éducation. Okay. Et ça permet aux uns ou aux autres de contribuer, parce qu'il y aura toujours des volontaires qui seront là et qui comprennent que c'est cette école-là, c'est l'école du peuple, c'est cette école-là. Quand vous mettez des moyens dans cette école-là, vous mettez les moyens dans la santé, vous êtes en train d'aider tout le monde. Je crois que c'est ces sortes de propositions que nous avons formulées à l'endroit de l'autorité, parce que le document a été déposé sur la table du ministre. Et nous... Justement, je voulais en venir à ça, parce que on a vu que le ministère de l'Éducation nationale s'est engagé donc sur un chemin qui doit mener donc normalement vers une éducation donc de souveraineté, n'est-ce pas? Et là, ce que vous préconisez, donc déjà, c'est un financement souverain de l'éducation, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que la collaboration avec le ministère, avec les autorités publiques, là, elle est incontournable. Absolument. Elle est indispensable. Absolument. Donc, quels sont les pas que vous avez faits par rapport à ça? Moi, je pense que le plus important et qu'il faut retenir, c'est que la souveraineté n'est pas simplement un slogan. Il faut un dispositif de liberté, parce que la liberté a un prix. Et pour nous, il est important que les pistes que nous sommes en train aujourd'hui d'explorer devraient permettre l'État du Sénégal doit s'intéresser à ce que nous faisons, parce qu'en vérité, c'était à lui que revenait le rôle de le faire. Puisqu'on parle de souveraineté, il est extrêmement important que l'État du Sénégal ne puisse plus dépendre de l'aide internationale pour financer son éducation et sa formation. Puisque vous le constatez, à chaque fois qu'il y a des coupes à opérer dans le budget, on pense d'abord à l'éducation et à la santé, qu'on appelle les secteurs sociaux. Comme si, véritablement, c'était des secteurs qui pouvaient attendre. Alors que quand on regarde aujourd'hui le monde actuel tel qu'il est composé, il faut être d'abord en bonne santé pour travailler, mais aussi il faut en savoir et avoir un savoir réel pour pouvoir effectivement concurrencer le monde. Et il n'y a pas ailleurs où on distribue la connaissance autre que l'école et la formation. Tout à fait. Donc ça veut dire que, et nous le savons, les coupes sombres de 94, lorsqu'on a dit qu'il faut toucher au salaire, surtout au salaire des enseignants. Vous savez, l'intrant principal pour une école de qualité, c'est pas le programme seulement. Ce ne sont pas les infrastructures.
c'est un enseignant bien formé et bien payé. Puisque quels que soient les investissements que vous pouvez faire, celui qui a le rôle fondamental de la transmission de la connaissance, c'est l'enseignant. Il faut qu'il ait la quiétude nécessaire pour pouvoir exercer son métier. Dans un environnement évidemment propice, avec des élèves évidemment qui soient dans un cadre qui leur permet véritablement de faire ce travail. Tout à fait. FMI, Banque mondiale, leur dada, c'est que chaque fois qu'il faut baisser des choses, ils pensent d'abord à l'éducation, à la formation, ce qui fait et ce qui amène à des classes pléthoriques. Au lieu de construire assez de salles de classe, au lieu de recruter assez d'enseignants, on préfère bourrer les salles de classe de façon à ce que l'enseignant, en fin d'année, il est tellement lessivé qu'au bout de 5 ans, quand vous le voyez, vous pensez qu'il a vieilli de plus de 20 ans. Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est un constat donc qui est là. Donc, et je vous rappelle, chers internautes, chers téléspectateurs, donc que nous sommes aujourd'hui avec 2 secrétaires généraux de syndicats, donc, mais dans le cadre donc de l'USEC. Il s'agit donc de M. Abdourahmane Gueye, donc qui est le secrétaire général de l'UDEM, et de Ibrahim Gueye, qui est le secrétaire général donc du Sud-Est, n'est-ce pas? L'émission tire à sa fin, donc mais on va revenir sur ce qu'il vient de dire, les difficultés. Vous l'avez dit, donc il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, donc mais malgré tout, c'est toujours difficile dans certaines localités, c'est toujours difficile dans certaines écoles, et parfois les enseignants sont même obligés de donner de leur poche pour que les enseignements, apprentissages puissent se dérouler normalement. Si vous n'avez pas assez de ressources, vous devez rationaliser ce que vous avez. Et à ce niveau, je crois que ce que nous, en tout cas, demandons au ministre en charge de l'éducation, c'est de prendre des dispositions qui puissent permettre, en tout cas, de rationaliser, pour ne pas dire, en tout cas, aller vers une gouvernance et une transparence. Parce que c'est ça aussi une façon d'économiser ces moyens. Le deuxième élément qui me semble être important, et ça, il faut instaurer de manière durable ce que nous appelons un partenariat dynamique. Oui, la décision revient à l'autorité, mais je crois que nous sommes des acteurs qui avons vécu le système pendant plus de 30 ans, 35 ans. Tout à fait. Et qui l'avons traversé. Et qui gérons des mandants qui sont des enseignants créés en main et qui connaissent la réalité du terrain. Qui sont dans les villages les plus reculés. Je crois que si on est mis dans une certaine dynamique, je suis à peu près sûr et certain qu'on pourra ensemble bâtir cette école-là, qui nous appartient, que nous aimons tous. Mais nous devons avoir la lucidité de comprendre que nous n'avons pas les mêmes postures. Moi qui suis responsable syndical, je dois comprendre que je ne suis pas dans la même posture que le décideur. Mais qu'on puisse créer des cadres ou des plages qui nous permettent de nous dire la vérité. Tout à fait. C'est ça qui va créer un enthousiasme, qui va créer une confiance entre nous. Et ensemble, on va bâtir cette école-là. De toute façon, cette école-là, elle est utile pour le peuple. Elle est utile pour les Sénégalaises et les Sénégalais. Parce que c'est cette école-là qui nous permettra de former nos enfants qui, demain, doivent avoir une place au soleil, qui, demain, doivent être techniquement préparés à contribuer pour le rayonnement de ce pays. Et si tel est le cas, je crois que l'importance n'est plus à démontrer. Maintenant, il s'agit de mettre en branle la responsabilité. Et c'est en ce sens que nous interpellons les autorités pour qu'ils comprennent qu'on n'est pas dans une dualité ou dans un combat. Non, la démarche, nous sommes dans... en tout cas, la démarche que vous avez menée au niveau donc de l'USEC montre que voilà, les paradigmes ont changé, n'est-ce pas, SG? Au lieu d'un syndicalisme de revendication continue, maintenant vous êtes dans la proposition, vous êtes dans la réflexion, donc pour justement cette école souveraine.
Nous sommes des syndicats de revendication, mais nous sommes aussi des forces de proposition. Parce qu'il nous semble extrêmement important, en allant revendiquer, il faut déjà y aller avec les solutions à proposer. Et c'est cela la démarche de l'USEC. Et nous pensons que l'élément le plus important, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la question des ressources humaines. Que ce soit au ministère de l'Éducation comme au ministère de la formation professionnelle, nous pensons qu'il est extrêmement important que les gens soient très attentifs à la gestion, à la démocratie interne et surtout à la gestion participative. Il l'a dit, les responsables de ces ministères pour la plupart évidemment, ont une bonne expertise, mais ils ne pourront jamais en avoir autant que celui qui pendant 30 ans tient la craie dans les classes et sillonne le pays pour dispenser la connaissance. Il est donc important non seulement de les respecter, mais il est important aussi, à travers leur organisation syndicale, de demander leur avis sur toute chose qui est faite. On est en train de se réunir pour dire faire l'école. Faire l'école. Mais faire l'école, c'est très bien important. Mais si on fait l'école sans les enseignants, ça veut dire qu'on fera l'école sans la frange la plus importante. Tout à fait. Tout à fait. Et pour nous, nous avons le même projet. Ensemble, faisons l'école. Pour nous, c'est les enseignants, c'est les parents d'élèves, c'est l'État, ce sont les entreprises. Parce qu'en fait, chacun y tire son compte. Et je voudrais peut-être dire le combat est le même. Que l'évasion, on parle d'évasion sociale, mais il faut aussi parler de l'évasion du personnel enseignant. 25% d'enseignants évoluent en dehors aujourd'hui du ministère de l'Éducation nationale. Il faut se poser la question. Si les gens vont chercher le fonds commun, c'est parce qu'ils ont raison de chercher les meilleures conditions de prendre en charge leur famille. Nous ne demandons pas de fonds communs, mais nous demandons un traitement qui puisse permettre à un enseignant de contenir et de maintenir ce qui fait l'homme, la dignité. Et ce qui est sûr, c'est que vous allez aussi réfléchir à des solutions par rapport à ça. Nous en avons déjà. Voilà. Donc, heureusement. Donc, on arrive donc au terme de l'émission, mais on va juste leur permettre à chacun en 30 secondes de dire son dernier mot. Et j'ai Abdourahmane Gueye. Mais vous remercier et vous dire toute notre disponibilité à continuer à travailler pour une école sénégalaise démocratique, populaire, laïque, et de qualité, parce que nous estimons que quand même cette école-là, elle est d'une importance capitale. Merci beaucoup. Peut-être dire seulement à monsieur le ministre de l'Éducation nationale que nous sommes très attentifs à son projet de refondation de l'école et que pour cela, des éléments et des réflexions existent dans l'USEC, dans nos organisations, et c'est des réflexions qui ont été élaborées depuis plus de 10 ans, où nous parlions de la refondation du système éducatif. Donc, évidemment, si évidemment le ministre le veut bien, nous sommes tout disposés à mettre à sa disposition ces réflexions qui datent de 10 ans, mais qui sont toujours d'actualité. C'est sûr qu'il sera preneur. Vous pourrez déjà commencer à dépoussiérer. Absolument. Donc déjà, toutes ces propositions pour voir les plus adéquates. Donc déjà, chers téléspectateurs, chers internautes, chers auditeurs donc de la web radio du CIMEN, donc, chers téléspectateurs de la Web TV du CIMEN, donc nous vous remercions d'avoir été avec nous pendant tout ce temps et nous vous donnons rendez-vous très prochainement.